ont inventé nombre d'empires qui auraient existé à des époques différentes chez des peuples différents. Néanmoins, de nombreuses recherches démontrent qu'en réalité, depuis toute l'histoire de l'humanité, n'a existé qu'un seul empire mondial, celui de la Horde russe. La chute de l'empire de la Horde russe a été décrite dans l'histoire de façon très détaillée. Seulement, elle est connue sous une autre appellation, la réforme protestante européenne. Rappelons-nous ce que disent au sujet des événements de l'époque de la réforme protestante, les manuels d'histoire moderne et les encyclopédies. Les premières insurrections ont eu lieu sur les territoires qui aujourd'hui appartiennent à l'Allemagne, à la Suisse et aux Pays-Bas. Au XVIe siècle, ces pays étaient composés de nombreuses principautés et de villes libres, et c'est là que la réforme a eu le plus de succès. Au résultat, en 1581, les Pays-Bas ont proclamé leur indépendance du Saint-Empire romain germanique. En Allemagne, la victoire de la réforme protestante a permis le renforcement du pouvoir des princes locaux en créant davantage d'isolement politique et économique. Les territoires de l'Italie moderne, en 1494-1559, sont tombés sous l'autorité de l'Espagne. En 1640, le Portugal a obtenu son indépendance de l'Espagne, qui à cette époque menait des guerres quasiment contre le monde entier. De temps à autre, l'Espagne avait remporté des victoires locales et annexé de nouveaux territoires, mais finalement, elle a subi des défaites partout. Au XVIe-XVIIe siècle a eu lieu le changement des dynasties royales dans de nombreux pays européens. Par exemple, en Angleterre, les Tudors ont été remplacés par les Stuarts. En France, le trône des Valois a été usurpé par les Bourbons. En Russie, après quelques années des grands troubles, la dynastie des Rurikides a été interrompue et en 1613, les Romanov ont accédé au trône russe. Ainsi, pratiquement pour tous les pays européens, le XVIe siècle a marqué un tournant important. 1903, vers le XIIIe siècle, pas du tout au XVIe siècle. En accord avec la version officielle de l'histoire, le mouvement de la réforme protestante a débuté avec le discours d'un moine et théologien allemand, Martin Luther. Selon la légende, qui n'a pas de confirmation documentaire véridique, le 31 octobre de 1517, la veille de la Toussaint, Luther a fixé les textes avec ses fameuses 95 thèses à ses portes de l'église de Wittenberg. Les thèses du premier idéologue de la réforme protestante étaient contre la bulle du pape Léon X sur la rémission et le commerce des indulgences. Plus tard, le père du protestantisme a traduit la Bible du latin en allemand et plus généralement est devenu fondateur de la langue littéraire allemande. Les successeurs de Luther, Ulrich Zwingli et Jean Calvin, ont continué les réformes de façon plus radicale. Ainsi, dans les églises zwingliennes, on a interdit les icônes, les statues des saints, le carillon et la musique d'orgue. L'objectif politique, c'était la lutte pour le pouvoir. Les slogans religieux ont été utilisés comme moyen pour attirer les gens, pour organiser des troubles. Ils jouaient avec les sentiments religieux du peuple. Voilà de quoi il s'agit. L'exemple du roi français Henri IV en est une belle illustration. Il a été tantôt huguenot, tantôt catholique, puis à nouveau il a fui en tant que huguenot. Lorsque le chemin vers le trône français s'est libéré devant lui, après avoir dit le fameux « Paris vaut bien une messe », il s'est à nouveau reconverti au catholicisme. Quant aux historiens qui racontent leur version des événements de l'époque de la réforme protestante, ils affirment que les gens se sont entretués pendant des décennies à cause du remplacement de la messe par le sermon et à cause de la façon de s'assigner. Mais si les réformes religieuses n'ont été qu'un prétexte, et si le pouvoir du pape était éphémère, quelle a été alors la véritable cause de cette rébellion globale européenne? Contre qui s'est battue l'Europe? C'est la nouvelle chronologie qui donne une réponse à cette question. Selon la version de ces auteurs, jusqu'au XVIe siècle, l'Europe a été le vassal de la Russie. Durant plusieurs siècles, elle a régulièrement payé le tribut. Dans le cadre de cette version, les événements sanglants de la réforme protestante deviennent tout à fait compréhensibles. L'Europe voulait se libérer du pouvoir de l'empereur russe et créer ses propres États indépendants. Autrement dit, si à la place des mots Rome catholique, on met le mot la Russe, et à la place du pape, on met le tsar russe, tout se range à sa place. Ainsi, les Européens se sont battus pour l'indépendance nationale et étatique, et pour leurs propres finances nationales, sans tribut au pouvoir centralisé de la horde russe. C'est-à-dire, les réformateurs poursuivaient des objectifs tout à fait laïques, politiques et économiques, mais ils se couvraient par la nécessité de réformes religieuses. À l'époque de la réforme protestante, dans de nombreux pays, ont été distribués des tracts sur lesquels on représentait la papauté de façon assez détestable. Il n'y avait aucun sens religieux dans ces tracts, et encore moins de pudeur.
On se moque de façon aussi méchante et acharnée d'un ennemi vaincu, qui autrefois inspirait de l'horreur et de la peur. L'Europe enhardie s'est mise à appeler à haute voix le pouvoir de la horde russe, l'empire de l'Antichrist, le royaume des païens et Babylone. Ce dessin représente le pape jeté par terre. Il a dans ses mains une charte avec 8 sceaux. Elle ressemble beaucoup à des chartes russes de Novgorod sur lesquelles il y avait précisément ce nombre de sceaux. On peut supposer que les ukazes impériaux envoyés sur place avaient cette apparence-là, car les édits européens avaient l'air tout à fait différents. Ne serait-ce par hasard un édit de Novgorod la Grande, que les réformateurs rebelles sont en train de piétiner dans la boue? Il est possible que ce dessin représente un soulèvement non pas contre les dogmes du catholicisme, mais contre le pouvoir laïque de la Russe impériale. Et le pape jeté par terre symbolise l'empereur russe, car c'est au XVIe siècle que Moscou, qu'on a baptisé la Troisième Rome, est devenue la capitale de la Russie. Selon notre reconstruction, Moscou du XVIe siècle a réellement été la métropole de la horde russe et la Troisième Rome. En 1529, lors de la diète de Spire, au nom de l'empereur Charles Quint, il a été proposé de remettre de l'ordre. Vers cette date, l'empereur lui-même ne s'était pas montré dans cette terre allemande depuis 8 ans. Les opinions des participants à la diète se sont partagées. 5 princes et 14 villes de l'Empire autorisées ont protesté. C'est de là qu'est partie l'appellation des protestants. Les historiens nous informent que l'empereur du Saint-Empire germanique Charles Quint de Habsbourg gérait un empire gigantesque dont on disait que le soleil ne se couchait jamais au-dessus, en faisant allusion à l'étendue de ses territoires. Il était constitué de l'Amérique hispanique, de Naples, de Sicile, de royaume de l'Espagne, des terres autrichiennes et allemandes. Au début, Charles Quint combattit avec succès les princes protestants en Allemagne. Mais plus tard, en 1555, comme on le croit, il a été contraint de signer un compromis avec eux. En lisant les chroniques anciennes, il est impossible de ne pas remarquer quelque chose de particulier concernant Charles Quint. Il se trouve toujours ailleurs, quelque part loin des pays de l'Europe occidentale. À partir des chroniques, il n'est même pas très clair où se trouvait sa capitale. Il est reconnu par tout le monde en tant que dirigeant suprême, mais se trouvant quelque part loin, comme aux cieux. Des fois, il apparaît en Allemagne, des fois en France. Mais généralement, ce sont des gouvernants locaux qui agissent en son nom. Le départ de Charles Quint de la scène historique est aussi inhabituel. En 1556, il a renoncé à tous ses titres et s'est retiré dans un monastère. En scrutant l'histoire de Charles Quint, une question surgit. Où était sa capitale? Tantôt en Allemagne, tantôt en Espagne, il règne tantôt par-ci, tantôt par-là. Il n'y a pas de capitale où il serait resté en permanence, et d'où il aurait régné sur son empire. Cela n'est pas possible, un empereur doit avoir sa capitale. Où est-elle? Selon la version de l'histoire que l'on nous suggère, Charles Quint n'avait pas de capitale attitrée. Selon la version des auteurs de la nouvelle chronologie, sous le nom de Charles Quint, les anciens chroniqueurs décrivaient l'empereur russe, ou son gouverneur local en Europe occidentale. Nous avons découvert des parallèles étranges, énigmatiques, dans l'histoire antique et du Moyen-Âge. Il se trouve que de nombreuses dynasties anciennes sont des reflets de la dynastie de la Russe horde du XIIIe-XVIIe siècle. En particulier, la fameuse dynastie des Habsbourg est un reflet de la dynastie russe des Tsars Khan. Dans la dynastie des Habsbourg, il y a un empereur connu, Charles Quint. C'est un double du célèbre Tsar Khan, Ivan IV le Terrible. D'ailleurs, dans des documents, il y a des indications où régnait Charles Quint, c'est-à-dire Ivan Vassilievitch le Terrible, partiellement en Europe, plus particulièrement en Autriche, que l'on appelait à cette époque Osterreich, ce qui veut simplement dire Royaume de l'Est. Alors tout est juste, Charles Quint, soit Ivan le Terrible, a régné dans l'Empire de l'Est, soit en russe horde. Voici un portrait officiel de l'empereur Charles Quint. Il est habillé en vêtements royaux luxueux et tient dans les mains un sceptre et un globe, tout comme sur les portraits des tsars autocrates russes. Ainsi, nous avons avancé la version que la réforme protestante était un mouvement sanglant global qui a envahi toute l'Europe pour le droit de ne plus payer le tribut au grand empire ayant son centre en Russie. En effet, les documents historiques disent qu'à cette époque, au milieu du XVIe siècle, durant 25 ans, de 1558 à 1583, la Russie a fait une guerre que l'on appelle la guerre de Livonie. Une nouvelle spiritualité. Une spiritualité d'ailleurs en partie comme Luther et les réformateurs protestants, ce que les histoires et les théologiens recouvrent depuis quelques dizaines d'années. De l'époque de la Renaissance. Theodor Mommsen. Un historien allemand du XIXe siècle, Theodor Mommsen a été un des plus grands représentants du courant scientifique qui a été nommé l'hypercriticisme. Mommsen a écrit au sujet des contradictions flagrantes dans la chronologie romaine. C'est lui qui a attiré l'attention sur le fait que la datation de la fondation de Rome, selon les sources, différait de 500 ans.